de m'avoir invité ici. Donc, je vais essayer de vous montrer les liens qu'on peut faire entre les différentes choses dont on a parlé ici, à savoir la santé des sols, l'agroécologie, le climat, voir comment finement les mécanismes, les deux rouages des deux sciences s'imbriquent et viennent en interaction. Donc on va parler, voilà, je vais vous introduire ces notions d'agroéco-climatologie. Voilà le programme. Donc c'est un peu complexe, dense. Du coup, j'ai combien de temps pour faire la présentation? Hein? 1 heure. Hein. Donc je risque de parler un petit peu rapidement et au pire, je ferai une autre vidéo où je prends les choses plus posées, que je mettrai en lien dans les commentaires de cette vidéo. Donc en préambule, on va commencer par ça. Ça nous a pas mal interpellé. C'est mon frère qui a fait cette photo. Il est revenu des États-Unis avec les recettes. Il a mis en œuvre et il s'est mis à faire des nappes de brouillard en pleine période de canicule au mois d'août, dans le sud de la France, dans le Tarn, en 2018. Sur le coup, on n'a pas bien compris, mais après, on y est revenu. Donc, si on revient au niveau de ce qui se passe pour le réchauffement climatique. Donc si on regarde, c'est une histoire de, si on regarde un peu la Terre avec le sol, l'atmosphère, bon vous le savez, on avait du CO2 au départ, une certaine température, on a rajouté les machines, elles ont rejeté du CO2, on a mis du CO2 partout, ça chauffe. Bon, ça, il y a des gens qui en doutent encore, donc on va faire un petit point. Donc on est sûr que ça chauffe à cause du CO2 et qu'il y a un lien avec le CO2, puisque vous voyez la courbe bleue du CO2 est très intimement liée à la courbe rouge. Donc on peut dire, oui, la planète chauffe, oui, le CO2 est un gaz à effet de serre, et l'homme est responsable, on en est certain maintenant. Et voilà, pour la petite histoire, on a compris assez tôt l'effet de serre, et c'est Arrhenius déjà, il y a plus d'un siècle, qui avait compris et calculé qu'on pourrait arriver à une augmentation de 5 degrés si on doublait le CO2. Il avait même compris les subtilités des mécanismes d'altitude d'émission. Bon, ça c'est pour les spécialistes. Si on revient là-dessus, du coup, ces températures nous impactent. Ce qui nous intéresse et nous préoccupe beaucoup aussi, c'est l'humidité des sols, l'humidité ambiante. Voilà. Ah mince, bon du coup j'ai mon PowerPoint qui est pas bien fait. Donc si je reviens sur les ordres de grandeur du réchauffement climatique, donc ça c'est un tableau qui est extrait des rapports du GIEC qui nous donne le forçage radiatif en watts par mètre carré. Donc ces notions, c'est quelle puissance de chauffage vous mettez dans une pièce. Voilà, si vous mettez votre radiateur de salle de bain dans la salle de bain, ça chauffe fort. Si vous le mettez dans un gymnase de 300-400 mètres carrés, ça chauffe beaucoup moins fort. Donc, pour le CO2 nous impacte à hauteur de 2,16 watts par mètre carré. Tous les gaz à effet de serre, on est à peu près à 3,5 watts. Si on regarde le déséquilibre au niveau du monde, on a en gros un déséquilibre de 7 watts au mètre carré. Et en France, on est plutôt de l'ordre de 15 watts au mètre carré. Si on regarde pour la France, on a une période où tout allait bien, c'était à peu près stable jusqu'en 1990. Et puis vous voyez, ça s'est mis à dériver assez fort. Si on fait une corrélation entre l'évolution des gaz à effet de serre, qu'on la cale sur cette période verte, vous voyez la fourchette dépasse, on voit que on retrouve cet ordre de grandeur, quoi. Il y a les gaz à effet de serre en France sont responsables directement par leurs effets de serre de ce bilan radiatif, et vous voyez que par rapport aux températures où on est aujourd'hui, il y a une grosse partie qui est due à d'autres phénomènes. Et là-dedans, après, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on a une tendance qui dérive assez fort. Et voilà. Et du coup, il faudrait voir vraiment toutes ces choses-là dans le détail, parce que il faudrait essayer de rattraper tout ça. Donc la solution, c'est non pas d'enlever les machines, mais d'éviter le CO2. Éventuellement, on pourrait aussi essayer de le soustraire de l'atmosphère pour tout ça arriver à rétablir nos équilibres d'origine. Là-dedans, il y a une autre solution au niveau séquestration CO2 qui peut être intéressante, c'est on le met dans le sol, c'est ce qu'on appelle l'initiative 4 pour 1000. Et là où ça peut être intéressant, et les agroécologues l'ont assez développé dans ces conférences, c'est qu'on remettrait du carbone dans le sol, c'est-à-dire qu'on passerait d'un sol clair dégradé à un sol plus riche, noir, fertile, comme de l'humus ou du terreau que vous mettez dans les pots de vos plantes.
Et ça, c'est important parce que ça pourrait améliorer la résistance au stress hydrique des plantes et donc ça nous aiderait à faire un petit peu plus de médiation climatique dont on entend parler, voilà, les arbres en ville, tout ça. Renforcer le pouvoir des plantes, c'est renforcer le pouvoir de médiation. Et en fait, moi je vous dis, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Parce que on est parti de sols fertiles et on les a dégradés. Et Jean-Pierre, voilà, nous en a parlé ce matin. L'érosion d'un sol est quelque chose de très important. Et dans le CO2, en fait, dans l'atmosphère, il y en a une partie qui provient des machines et une partie qui provient des sols. Donc si on zoome un peu, ben, on voit bien que le CO2 issu des sols, c'est pas grand-chose. Mais éventuellement, ben voilà, à la sortie, on a des sols dégradés. On a pas mal de sols qui sont comme des déserts. Qui sont abîmés, et ça impacte en fait l'humidité. Donc c'est multifactoriel, et ce qui est embêtant, c'est que l'impact est sigmoïde. Donc ça veut dire sigmoïde, ça veut dire qu'on peut changer d'état, c'est-à-dire que concrètement, les sols, arrivés à un certain seuil, ne pompent plus l'eau. Jean-Pierre a repris la bibliographie de Claire Chenu, qui établit que le sol peut se réorganiser et devient systématiquement réorganisé, donc ça veut dire ne peut plus absorber plus de millimètre/heure, comme il a été montré ce matin. Donc la bonne vision, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un impact sur les sols et sur l'humidité des sols en exponentiel. Et cette humidité des sols, on le sait, elle va impacter le climat. Et c'est ce que je vais regarder, on va regarder ça en détail. Parce qu'en fait, on a aussi le climat qui nous impacte l'humidité des sols. Et en fait, il faudrait savoir quel est le poids du CO2 issu des sols dans les processus du réchauffement climatique. Donc, bon, un truc qui peut nous mettre la puce à l'oreille, quand même, qu'on n'a pas qu'un impact avec des gaz qui sont dans l'atmosphère, c'est que le réchauffement est relativement hétérogène. On voit que l'Europe est assez impactée par rapport aux États-Unis. Donc là, c'est un nombre de jours de canicule. Donc c'est pour, si vous voulez consulter l'article, vous avez le lien et vous aurez systématiquement, quand il y a une coche, c'est que c'est un article scientifique. Donc on a le nombre de jours de canicule qui augmente plus rapidement en France, en Europe. La France, cet autre article a établi des corrélations entre l'assèchement précoce des sols et les températures qu'on a sur le pays. Elle montre aussi que la France est assez spécifiquement impactée par rapport au reste de l'Europe. Donc je vous propose de repartir des sols. Donc là, pour illustrer un peu l'effet de la matière organique sur les plantes, ça c'est au Pérounel, voilà, c'est une parcelle expérimentale que l'on possède. Donc vous voyez, le sol va de relativement dégradé à très fertile, donc c'est pas mal pour tout observer. Et là, je vous propose de combiner avec une petite vision vue du ciel et puis par satellite. Et voilà, ici, je placerai des photos des plantes telles qu'elles ont poussé au bout de 3 semaines après le semis. Donc la date du semis, elle est là, vous voyez la parcelle, vous voyez un peu la topographie. Donc on fait le semis, voilà ce que voit le satellite. Donc ça, c'est 2 personnages que je vous présenter. Ça, c'est la plante qui a une petite performance, et ça, c'est une plante très costaud. Donc c'est ce que voit le satellite, c'est l'indice NDVI, qui est assez générique en matière de surveillance d'efficacité des plantes. Donc voilà, 3 semaines après le semis, vous allez avoir la photo sur site. Voilà. Donc mon pied donne l'échelle. Vous voyez que la teneur en carbone du sol peut avoir un très gros impact sur la croissance des plantes. Voilà. Et là-dedans, je vais vous parler maintenant d'équilibre terrestre. Et cette petite plante, éventuellement, elle peut jouer son rôle. Bon, tout le monde sait que le climat, le CO2, la température, la teneur en eau, ça va impacter la croissance de la plante. Mais ce qu'on va regarder, c'est que peut-être la plante, elle peut aussi impacter le climat avec ses armes à elle, dans un environnement complexe. Donc je me suis formé, j'ai essayé de comprendre quels étaient les mécanismes, quelles sont ces armes. Les armes, les voilà, c'est ces 3 pictos, et on va regarder quels sont les modes d'impact autour de ces 3 mécanismes. Donc on va regarder les mécanismes du réchauffement à geste constant, c'est-à-dire on ne va pas parler de gaz à effet de serre, on va parler des autres mécanismes. Donc le premier, c'est le plus facile, c'est l'albédo, c'est l'effet miroir. Si vous avez une surface que vous mettez de l'énergie solaire constante, vous aurez un flux constant. Par contre, si vous changez la couleur ou l'effet miroir de la surface, vous aurez possibilité de renvoyer l'énergie et de recevoir moins d'énergie.
Donc un effet total est possible, enfin, théoriquement, hein, la planète n'est pas habillée de miroirs, mais mettons la neige renvoie 70% de l'énergie à peu près. Par contre, ça ne supprime pas la sensation de chaleur. Si le soleil éclaire un miroir que vous mettez sur le trajet du rayon reflété, il y a toujours le problème de chaleur. Un autre mécanisme un peu plus complexe, c'est l'évapotranspiration. Donc si vous prenez de l'eau et que vous la faites changer d'état, que vous la passez à l'état gazeux, ben vous l'évaporez. Donc ça absorbe de l'énergie, donc ça refroidit. Ça absorbe 2250 kJ par kilo. Et en gros, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous évaporez 30 mm d'eau en un an, vous avez le même effet que ce que peut faire le CO2. Donc perdre 30 mm d'eau qui ruissellerait, qui partirait, vous allez avoir un effet, vous allez augmenter la chaleur à l'année autant que ce que peuvent faire les gaz à effet de serre. Donc maintenant, on va regarder un petit peu en détail, et cette publication a été montrée dans le colloque. C'est une publication qui dit que le bilan radiatif du sol varie en fonction de l'humidité du sol. Donc on reprend notre flèche d'énergie constante, et en fait, quand les plantes, il n'y a pas d'eau, elles ne vont pas pouvoir évaporer, donc il n'y aura pas de modification du flux. Par contre, quand il y a la bonne quantité d'eau, elles vont évaporer, et ensuite, quand il y a trop d'eau, on a une limitation énergétique qui empêche les plantes d'aller plus loin. Donc ça, on va l'illustrer. Je vous propose de regarder ça par satellite. Donc c'est toujours voilà l'évaporation des plantes. Donc avec les satellites, aujourd'hui, on est capable de mesurer vraiment la force, combien on évacue de calories avec les plantes. Donc là, j'ai pris une image où il y a des taches rondes. Ça correspond à des systèmes d'irrigation. Donc ça permet de bien identifier voilà, les différences. Les flux peuvent être assez importants en instantané. Et voilà, bon là c'est une autre image et on peut avoir exprimé ça dans différentes unités qui parleront à différents acteurs suivant son implication dans la société. Donc face à l'offre, eh bien, on a la demande. La demande du climat, ça va être l'évaporation, ça va être l'évapotranspiration potentielle, la demande hygrométrique de l'atmosphère. Donc elle est conditionnée elle est modulée par les conditions de température. Donc je pense que vous avez peut-être entendu parler de la loi de Clausius-Clapeyron qui veut que chaque fois qu'on augmente de d'un degré la température de l'air, il peut contenir 7% d'eau en plus. Donc on a ce genre de graphique qui le montre. Et en fait, notre demande sera aussi conditionnée par l'hygrométrie relative, c'est-à-dire qu'on regarde la place qui reste moins ce qu'il y a déjà, et les choses seront à peu près proportionnelles à ça, modulées en plus par la vitesse des vents. Mais en gros, pour simplifier, ça va être à peu près ça. Donc là-dedans, on a une rupture historique dans cette demande. Elle a explosé, la demande, à partir des années 1990. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fracture VPD. Donc c'est pour la culture générale. Donc dans l'histoire, c'est évapotranspiration ou dissipation thermique, parce que c'est-à-dire que si on n'évacue pas les calories, ça vient à chauffer, donc on réémet l'énergie par des mécanismes infrarouges, c'est-à-dire on chauffe un bout de fer, vous sentez à distance le rayonnement, c'est pareil pour le sol, enfin, c'est pareil pour tous les corps à partir du zéro absolu à moins de 273 degrés. Donc ça peut avoir des conséquences, et toujours est-il, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vu que ça refroidit, mais au bout d'un moment, ça finit par condenser et ça rend l'énergie. Et quand on rend l'énergie de nouveau, ben, ça réchauffe. Donc le processus en fait d'évapotranspiration ne fait que déplacer l'énergie, mais localement quand même, il vaut mieux habiter au pied d'un arbre qu'au pied d'un rocher. Il fera beaucoup plus frais au pied d'un arbre. Donc en fait, cette évapotranspiration, c'est une sorte de miroir, et je mets cette image pour que vous ayez cette image en tête, que l'évapotranspiration est une sorte de miroir, mais un peu différent. Cependant, en fonction de ces paramètres, des emplacements, des délais, des niveaux de flux, ces trois processus qu'on vient de voir influencent le bilan radiatif terrestre. Donc le premier mode d'action, ça va être celui-ci que je vous propose de découvrir.
C'est une carte d'ennuagement moyen qui a été faite par la NASA. Et vous voyez qu'en fait, les nuages, tout autour de la planète, ils ne se répartissent pas forcément partout au même endroit. Et vous commencez à voir que peut-être, vu que je vous ai dit qu'on allait parler de sol, peut-être les sols peuvent y faire un peu. Et là, on a une publication ici qui explique qu'en fonction de l'humidité des sols, on va modifier le bilan radiatif des nuages. Donc, c'est-à-dire qu'un nuage, des fois, vous le voyez gris, parce qu'en fait, il réfléchit la lumière, hein, il a cet effet d'albédo, il renvoie de l'énergie vers l'atmosphère, et du coup, il aura un rendement, lui, qui sera plutôt intéressant, parce qu'il va pouvoir enlever jusqu'à 150 watts au mètre carré. Et moins on aura d'eau, plus le nuage va grimper dans l'atmosphère, et là-haut, il aura plutôt tendance à être réchauffant, parce qu'il va bloquer les flux de sortie énergétique. Et là, on pourra avoir les cirrus qui peuvent typiquement rajouter 100 watts au mètre carré. Donc, alors les nuages, je vous montre cette photo pour montrer qu'en fait les nuages c'est très très complexe. Donc là vous avez des photos d'éoliennes qui sont vraiment responsables de la formation de cette couche de nuages. Donc ça veut dire qu'on avait de l'air qui était sursaturé, où il y avait plus d'humidité qu'il peut contenir, et le fait qu'il y ait l'éolienne dedans, ça a perturbé. Et ça me permet de vous parler de l'autre arme des plantes, qui est celle-ci, c'est les agents de condensation. Donc c'est des noyaux, des spores, des pollens, etc. Et ça va modifier la température où l'eau va commencer à se condenser dans l'atmosphère. Donc indirectement, si jamais vous n'avez pas mis de germes, là ici c'est l'exemple du pollen, si jamais il n'y a pas de germes, eh bien, on dit que l'eau elle va sans rien, elle va geler, elle va germer à moins 40 degrés. Par contre, si vous avez mis le germe, ça marche à moins 15. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé, en fait ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moins on met d'eau dans l'atmosphère, plus on va être obligé de refroidir et de monter plus haut dans l'atmosphère. Vous savez que quand vous montez dans la montagne, il fait plus frais en haut. Vous allez être obligé d'envoyer cette eau beaucoup plus haut dans l'atmosphère pour condenser. Et plus vous condensez haut, plus le bilan radiatif il est mauvais pour nous. Et du coup, d'avoir ces germes, des pollens, des spores, des bactéries, des champignons, c'est ce qu'on va regarder, ça va modifier les choses et ça va pour changer le bilan radiatif des nuages. Donc le plus efficace là-dedans, c'est les bactéries Pseudomonas syringae, et je pense que j'ai dû mettre les travaux de Cindy Morris qui a pas mal étudié ça. Voilà. Donc ça, c'est un autre article qui montre qu'on a réussi à remodéliser les nuages des éoliennes. Et ça, c'est une autre thèse qui a visé à modéliser. Donc ça, c'est une vraie couche de nuages. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on arrive à modéliser. Bon, c'est vraiment pas facile à modéliser, quoi. Parce que, bon, après moi j'étais chimiste et j'ai travaillé sur ces choses-là pour arriver à maîtriser une cristallisation. Alors c'était pas en phase gaz, c'était en phase liquide-solide, et on rajoutait des germes de solide pour arriver à cristalliser du miel, mais c'est pas facile, c'est vraiment pas évident, des fois c'est un peu contre-intuitif. Bon, enfin c'est un métier. Du coup, si on intègre les nuages à notre bilan, voilà ce qu'il devient. Donc, on a un décalement, puisqu'en fait, on va rentrer des fois un petit peu plus de soleil et bloquer un peu plus d'énergie. Et de l'autre côté, on va rentrer un peu moins de soleil. Donc, on va générer, en fait, suivant comment on avait l'humidité d'eau dans le sol, eh bien, on va régénérer plus ou moins de réchauffement si on cumule les deux publications qu'on vient de voir. Et de l'autre côté, on aura un refroidissement. Bon, ça c'est après, on peut observer ça. Donc, je vous propose de regarder ça à l'échelle de la planète, de nouveau avec une image de la NASA, donc qui nous montre, vous voyez, qu'au-dessus du Sahara, le bilan radiatif des nuages en moyenne vaut 40 watts au mètre carré. Donc, on a vu le nuage, je vous ai dit, il fait 100 watts, mais on n'a pas des nuages partout. Il y a des trous. Donc, en moyenne, sur le Sahara, on est à plus 40 watts au mètre carré. Par contre, chez nous, en France, on est à moins 40 watts, et en Espagne, entre les deux, on est à 0 watts. Donc si on se retrouvait avec la couche de nuages de l'Espagne, on aurait plus 40 watts au mètre carré. Voilà, bon, je vous laisserai recontempler en vidéo, où je pense qu'il y a... Dans celui-là, je n'ai pas eu le temps de mettre le lien, mais je le mettrai en commentaire. Donc, autre chose qui peut se passer et qui va pouvoir nous impacter, c'est que le rayonnement infrarouge varie avec la température d'émission de surface. Donc ça, c'est ce qui nous permet ces belles images en caméra thermique, où c'est comme ça qu'on peut mesurer maintenant la température des enfants avec un
thermomètre pistolet. C'est parce que le rayonnement infrarouge varie avec la température. Ça peut aussi se passer en fait en fonction de si on a des plantes ou pas, et peut-être vous avez vu ces exemples où les gens mesurent en ville, voilà, quand il n'y a que du goudron, il fait plus chaud que quand il y a des plantes. Mais ça en fait, ça peut avoir un impact sur le climat, puisque quand c'est plus frais, ça émet moins de rayons vers la couche de gaz à effet de serre, et quand c'est plus chaud, ça émet plus de rayons, comme on a vu précédemment. Et du coup, l'effet de serre varie avec la température des surfaces. Donc éventuellement, quand on enlève l'herbe, on accélère, on vient exciter davantage le mécanisme d'effet de serre. Donc c'est ce qu'on appelle le sureffet de serre par effet de sol. Ça amplifie la concentration virtuellement en gaz à effet de serre. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai utilisé un logiciel professionnel qui s'appelle Modtran pour donner une estimation. C'est ce qui conduit à construire ce slide. Donc ici, j'ai forcé le trait, je suis passé de 280 à 1000 ppm. Et ici, vous avez la réponse du logiciel pour ces deux hypothèses. On a de l'herbe, on est à 18,5 degrés. Et là, on n'a pas d'herbe, on est à 44 degrés. Voilà, donc ça donne ça. La vidéo dure un quart d'heure. Je mettrai le lien en commentaire. Donc maintenant, si on rajoute nos deux choses, bon, ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais on va voir voilà, deux sources de réchauffement qui s'empilent, le bilan radiatif des nuages et le sureffet de serre. Ouais, voilà, et il faut ajouter. Donc maintenant, on va voir un autre mécanisme, et alors là, en fait, on est passé dessus, on ne l'a pas vu, c'est pour ça que je reviens en arrière. C'est que ici, là, dans le coin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand le sol il est mouillé, en fait, il pleut plus souvent. Alors ça, vous devez vous en rendre compte, c'est quand il commence à pleuvoir, il pleut tout le temps, et de notre côté, quand il fait sec, il pleut jamais. Donc ça, le climat est profondément instable dans sa constitution, et c'est ça qu'il faut voir, et ça c'est le couplage climatique. Et en fait, quand on a de l'humidité, on tire le bilan radiatif à la baisse, et on reste scotché sur il pleut tout le temps. En fait, jusqu'à ce qu'on ait plus d'eau et qu'on tombe en panne d'eau. Ouais, c'est bon. Donc après, bon, là je vous montre, ça n'a pas une valeur scientifique absolue, mais je vous montre l'impact que peut avoir des radiateurs, l'impact des surfaces, donc il y a un côté qui chauffe, un côté qui refroidit, sur un flux d'aérosol, donc typiquement c'est de la vapeur d'aquarium, comme dans les terrariums, qu'on injecte ici, ouais, bon, j'ai un souci de montage, qu'on injecte au centre. Donc voilà le flux de vapeur quand les températures sont à la même surface, à la même température, pardon. Et lorsque les températures sont décalées, vous voyez, ça impacte le flux. Alors on peut très bien, dans son imaginaire, voilà, voir des pluies qui tombent d'un côté, de l'autre côté, qui font aller plus loin. Bon, peut-être ça peut parler à des gens. Ici, on a une température de 20 degrés, 40 degrés. Bon, après, l'impact n'est que sur 4 cm de couche nuageuse, mais peut-être il y a de ça dans la réalité. C'est pour illustrer un peu le couplage climatique humide, etc. Enfin, scientifiquement, ça n'a pas de valeur, mais pour la communication, c'est pas mal. Et il y a une petite vidéo qui montre la maquette, c'est sympa à voir. Et l'acte 4, bon là c'est un souci de montage. Donc l'effet de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, voilà, moi j'ai regardé là, c'est les données de température de mon secteur. Si on se focalise sur le mois d'avril, c'est cette période où je me suis dit, tiens, c'est un bel exemple. On avait 2 fenêtres avec des temps clairs. Si on regarde, voilà, le 14, on avait une certaine température. On peut regarder sur le diagramme à peu près à combien on avait de masse d'eau à la louche et le comparer à une semaine après où on a un petit peu plus de flux radiatif. Les journées s'accélèrent, donc on avait plus de lumière. Et on avait les mêmes masses, les mêmes pourcentages d'humidité relative, mais on n'avait pas tout à fait les mêmes masses d'eau dans l'atmosphère. Et du coup, à la sortie, on n'avait pas les mêmes températures. Donc ça permet voilà, de voir, il y avait un temps clair, pas de nuages qui perturbent, le taux de CO2 c'était le même, ça permet de percevoir dans son mental que l'eau est un gaz à effet de serre. Et là-dedans, en fait, c'est le premier gaz à effet de serre, il fait 100 watts au mètre carré, et peut-être l'eau, il faudrait la manipuler avec précaution, parce qu'autant elle peut nous réchauffer, comme nous refroidir, et j'ai voulu illustrer ça par l'image de l'épée de Damoclès. Et ce qui est sûr, ce que je pense, c'est que si on ne l'envoie pas assez vite, on aura tendance à ne pas être capable de condenser, et du coup, le soleil va nous en demander, et il faudra en mettre plus, et il faut faire attention comment on manipule cette eau, je pense.
du coup, pour là-dedans, si on revient au schéma, ben, en fait, bon, on en a parlé un petit peu, les mycorhizes peuvent impacter la réserve utile en eau. Donc on a une augmentation des surfaces d'échange, de recrutement. On peut jouer aussi en dynamique, on aura peut-être plus de capacité à aller chercher l'eau quand on a un réseau qui est hyper étendu plutôt que quand il est tout fin. Bon, moi j'ai trouvé une publication qui dit qu'en fait on modifie les forces de succion, c'est capillaire, ça fait 5 micromètres. Et dans la publication, ils évaluent le gain à 20% d'eau en plus à peu près. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a calculé, il faut le refaire, il faut intégrer les mycorhizes, mais ça peut avoir un impact pour le climat. Et comme en plus, voilà, vous avez peut-être entendu parler de fongicides, le recours aux fongicides peut-être affecte pas mal les mycorhizes dans les écosystèmes cultivés, qu'on appelle les surfaces agricoles. Et le travail du sol aussi altère les spores, l'oxydation du sol altère les spores, la sélection génétique altère les coûts, vu que ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le grain et qu'on irrigue, on met des intrants. Du coup, on sélectionne les variétés qui nourrissent le moins les mycorhizes, qui ont le moins de symbiose, et c'est ça qu'on met à large échelle plein champ. Donc peut-être aussi ça contribue à perturber le bilan radiatif terrestre. Du coup, si on regarde un compromis expérimental, donc NDVI, c'est ce qu'on a vu dans mon champ avec le petit monsieur, la plante costaud ou pas. L'albédo, c'est l'effet miroir, et l'LST, c'est la température. Donc vous avez les pictos ici. Voilà ce qu'ils observent en Iran, en fonction de s'il y a de la plante ou pas, si elle est bien ou pas. Voilà ce que la nature fait. Donc ça, c'est à l'échelle du tout le nord de l'Iran. Donc maintenant, on va regarder un petit aperçu mondial entre les précipitations. Donc là, il faut se méfier, c'est une échelle logarithmique. Ben voilà, quand c'est désert, il pleut pas, et des fois, il pleut vraiment très très fort quand c'est très équatorial. Voilà, je mets une autre carte, et vous avez le picto ici. Là, par contre, on passe au potentiel d'évapotranspiration. Donc c'est ce que demande l'atmosphère. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au-dessus du Sahara, l'atmosphère, elle demande 4300 mm par an. Donc, à un moment donné, ça devient très, très difficile de former les nuages. Et ici, ce que je vous montre, on change de picto, là on passe en évaporation. Ça, c'est ce que les plantes sont capables de donner à l'atmosphère. Alors ça commence à faire pas mal de valeurs dans la tête, de couleurs entre les cartes et tout. Et je vous montre une autre carte qui est un ratio, en fait. C'est l'aridity index, c'est le ratio de la demande sur la pluviométrie. Ça, c'est intéressant. C'est un peu plus simple à manipuler mentalement. Et maintenant, je vais vous montrer, parce qu'il y a aussi combien on évapore par rapport à combien il pleut. Et du coup, il y a un chercheur russe, climatologue, qui s'appelle Budiko, qui a développé cette approche il y a un bon moment. Il a proposé un diagramme, et là, les Chinois ont réétudié ils ont classifié tous leurs écosystèmes en Chine. Donc, ils ont classé en fonction de la demande évaporative, donc toujours les pictos, demande de surprécipitation, et ici, évaporé sur précipitation. Donc, pour les zones humides, on obtient voilà, ces courbes avec une limitation qui est, on retrouve notre limite énergétique, qui est liée en fait à la formation des nuages, parce que quand il y a des nuages, ça empêche les plantes de pousser, donc elles évapotranspirent moins, et c'est de là que vient cette limite. Donc voilà une photo des différents écosystèmes. Ici, dans les triangles, vous avez les zones où c'est positionné exactement sur le diagramme. Pour des zones semi-humides, voilà ce que ça va donner. Voilà les paysages associés. Et puis, on va avoir les zones semi-arides, donc là, qui seront limitées par l'eau. Voilà les paysages associés, et carrément les zones arides, et carrément, à la fin, il n'y a plus d'eau. Donc, et ce qui est intéressant aussi dans cette publication, c'est que vous avez un diagramme qui donne combien il pleut en fonction de la durée d'ensoleillement. Et si je place, j'ai récupéré des valeurs dans un article de France 3 qui s'intéressait particulièrement aux PO. Et voilà où on peut placer les PO, là, dans le petit cercle, dans la petite zone noire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on ne pourrait pas refaire machine arrière? Donc l'urgence des sols, là, il faudrait que j'arrive à le... Est-ce qu'on peut... Il faut que je puisse montrer ce qu'il y a. J'ai une erreur de... J'ai pas animé... Pardon. Ah mais j'ai pas de PC, moi j'ai pas d'écran là.
C'est quoi, c'est faux? Ah mais non, mais je veux... la slide n'est pas allumée. Ah. Du coup, c'est encore comme ça. Ouais, hop. Ah non, parce que tu es là. Tu la vois? Voilà. Elle est repartie. Excusez-moi. Ah putain. Comment on fait pour partir? C'est pas pratique sans l'écran de contrôle, quoi. Ouais, bon, en fait, bon, c'est pas grave. Donc, en fait, aujourd'hui, 33% des sols sont dégradés au niveau mondial, 90% le seront en 2050, dégradés d'après la FAO. Donc, là-dedans, ça veut dire que la FAO nous dit bien, attention, à un moment donné, l'eau ne rentre plus dans les sols. Donc avec ce qu'on a vu en amont, nous, on se pose vraiment des questions sur la sensibilité du climat à la dégradation des sols. Du coup, il y a une thèse qui va débuter en partenariat entre le CNRS et Météo France. Une des questions qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la sensibilité du climat à la dégradation des sols. C'est-à-dire que dans la modélisation, on va prendre un sol qui était originel, riche, fertile, plein d'humus, et de l'autre côté, on va mettre un sol complètement dégradé, et on dit on a dégradé toute la planète. On était parti d'une planète, le jardin d'Éden, et on regarde quel impact ça a sur le bilan radiatif terrestre et combien on impacte. Voilà, et est-ce qu'on modélise un tipping point ou pas. Et sinon, ça, c'est les premières hypothèses que j'avais faites quand je me suis intéressé à cette question il y a 2 ans. Je suis assez content parce que je retombe sur ce sur quoi alerte la FAO avec 2 graphiques et Excel. Et là, du coup, j'ai plus le pointer. Non, mais il est plus actif. Ah, ok. Du coup, on va parler maintenant de démédiation et de rémédiation. Voilà, donc ici, je vous amène en Afrique, au Kenya. Vous voyez les gens, ils font des trous dans le sol. Ça permet de stocker l'eau, ça permet de faire pousser des plantes. Bon, c'est joli. Vous allez dire peut-être oui, mais il y a un moment, c'est la saison sèche, le reste, c'est la saison humide. Donc j'ai cette autre photo qui montre que quand on a fait des trous depuis l'année d'avant, je pense, par rapport à l'année d'après, ben, ça permet d'augmenter les plantes qu'on peut faire produire. Et vous voyez que ces trous, ils servent parce qu'on vous l'a dit, à un moment donné, l'eau ne rentre plus dans le sol et là, on la stocke et c'est bien de l'eau marronasse. Ça veut dire qu'on n'a pas la stabilité structurale et donc du coup, on emporte du sédiment. Mais bon, on stocke l'eau, on fait pousser des plantes. Bon, c'est bien, mais peut-être ça ne va pas nous changer. Si, je pense que si on a un peu d'eau, normalement, on doit changer un peu le bilan radiatif. Mais bon, là, je n'ai pas de publication pour ça, mais c'est quand même de bonnes solutions. Par contre, là, on va aller sur une expérience un peu plus importante, sur le plateau de l'Eus en Chine. Donc, c'est le berceau de l'agriculture et de la civilisation chinoise. Il y a eu 9500 ans de service en agriculture et malheureusement, il s'est un peu érodé. Donc, voilà le plateau de l'Eus. Et finalement, les Chinois ont décidé de le revégétaliser. Donc, ils en ont fait à peu près 20%, j'avais calculé. Voilà une image, vous voyez. Ça c'est bien arrangé et on a une publication qui nous dit, même si le sujet est controversé, qui nous dit qu'on conserve l'humidité dans les sols et on a même une autre publication qui dit qu'on améliore la pluie. Bon, après, c'est controversé. Je pense que le plateau de l'Eus est peut-être quelque chose qui était très très dégradé. Peut-être ils ont réussi à faire des choses et dans un contexte mouvant, il est possible que l'écosystème soit de nouveau mis à mal, qu'il ait atteint les limites et qu'il ne puisse pas continuer à s'adapter. Maintenant, je vais vous montrer une chose là, qui est beaucoup plus fiable, ça va moins porter à confusion. Je vous ai montré la carte d'aridité des sols et moi je vois une erreur dans cette carte. Je vois une anomalie. Je vous aide, c'est par là. Je zoome, vous la voyez ou pas? Non? On ne la voit pas, la frontière, l'ancienne frontière?
Et en plus, c'est orthonormal au relief, donc on ne peut pas invoquer le relief pour expliquer l'aridité de l'ex-RDA. Donc le climat est 30% plus aride. Et justement, j'en parlais avec Christophe Sier qui disait « Oui, mais après Berlin, il ne pleut plus ». Mais j'ai dit « Non, mais c'est vraiment toute la frontière à couper au couteau ». Donc là, peut-être on a un impact. Bon, ce n'étaient pas les mêmes agricultures qui ont coexisté pendant des années. On avait une agriculture beaucoup plus industrielle côté soviétique. Et du coup, on a eu plus d'altérations, des sols, des haies, des fossés, enfin, tout ce dont on parle en permanence. Un autre effet de frontière, je vous amène en Australie. Donc en Australie, il y a des lapins partout. Du coup, pour cultiver, c'est pas évident. Donc les gens décident de faire une clôture et des chercheurs observent que les nuages ils s'arrêtent toujours pile poil à la hauteur de la clôture. Donc comme ils ont accès aux données, ils font un traitement de données et ils mettent en évidence qu'en fait les pluies augmentent d'un côté tandis qu'elles s'assèchent de l'autre. J'ai pas mis le lien de la biblio, mais je l'ai. Vous le trouverez sur la page l'autoroute de la pluie. Et du coup, j'ai mis un petit coup de satellite avec Sentinel-2. Donc ça, c'est en limite de parcelles et de grillage. Bon, on le trouve assez vite parce que ce n'est pas les mêmes niveaux de photosynthèse des deux côtés. Là, j'ai pris ce carré chez les lapins, là, le carré chez les tracteurs. Et je vous propose un graphique. Voilà. Vous voyez que autant les lapins, ça augmente un peu en photosynthèse. Côté tracteur, c'est un poil moins bon. Ça diminue. Et voilà. Et maintenant, si vous voyez qu'il y a beaucoup de différences, en fait, ce qui se passe, c'est côté cultivé, on fait du hachage. C'est ce que dénonce un peu Jean-Pierre, c'est qu'on a des sols nus, des fois on fait pousser des plantes, des fois on arrête. Et ça, peut-être, c'est pas très bon, je sais pas. C'est peut-être ça qui peut expliquer que on a moins, les précipitations s'arrêtent, alors que la nature, elle fait ce qu'elle peut, elle travaille toujours un minimum, elle assume toujours un minimum. Du coup, par rapport à ce qu'on a dit, rien qu'au niveau sureffet de serre, on ne génère pas le sureffet de serre quand on garde des sols couverts. Donc, à chaque plante, son cycle d'évapotranspiration. Donc ici, c'est l'exemple pour le blé dur. Ici, vous avez le maïs. Donc ça, c'est des céréales annuelles. Et vous voyez qu'elles, des fois, elles font rien. Et après, si les gens ils ont l'argent et qu'ils ont envie de partir au ski, à la mer, je ne sais rien, ils laissent les champs comme ça, et voilà. D'un autre côté, là, vous avez des plantes différentes, c'est des fourragères pérennes, et ce n'est pas du tout les mêmes niveaux d'évapotranspiration. Donc, par exemple, pour le blé dur, c'est 450 mm par an. Pour une prairie ou une luzerne, c'est 1150, 1350 maximum que ça peut évaporer. Ça a été déterminé par une compagnie d'irrigation, donc on peut leur faire confiance pour bien biberonner les plantes, mais les plantes, elles sont capables d'envoyer tout ça dans l'atmosphère. Et là, vous avez une idée de la demande de l'enveloppe, c'est la demande évaporative de l'atmosphère. Donc on a la luzerne, elle colle plutôt bien au climat, elle est capable de bien saturer. Et du coup, par contre, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que quand on change de plante, on ne change pas, vu que c'est elle qui véhicule, qui est chargée de récupérer l'humidité des sols et de l'envoyer dans l'atmosphère, c'est l'adduction. Est-ce qu'on ne modifie pas tous les paramètres, sur effet de serre, albédo, demande évaporative, etc., etc. Donc du coup, je vous amène aux États-Unis, où c'est le seul endroit au monde où on a changé en masse la plante qu'on cultive. Dans une zone où on a tellement planté du maïs que maintenant on l'appelle la Corn Belt. Donc ici, bon, c'est toujours une publication, hein, où en fait les gens ils se sont aperçus qu'il y avait une augmentation des précipitations de l'ordre de 20% et un refroidissement du climat de l'ordre de 0,35 degrés. Donc les périodes temporelles, la référence c'est le début du siècle, c'est 1910-1940, 50 pardon. Et la période de scrutation à l'arrivée, c'est 1970-2010. Donc pendant que toute la planète chauffe, les États-Unis refroidissent. Et la modélisation, donc là, ils arrivent à faire une attribution. Alors après, c'est toujours sujet à débat, mais voilà ce qu'ils ont fait. Après, c'est publié, validé. Ils ont fait une simulation globale générique, c'est-à-dire ils ont pris un modèle classique, ils ont dit on étudie le réchauffement aux États-Unis. Ils ont vu que le climat s'humidifie très légèrement et chauffe.
Et puis, ils ont pris un modèle régional, ils ont fait une modélisation fine, c'est-à-dire tous les ans, ils ont dit on a planté tant, on a planté tant, on a planté tant, et ils arrivent à reproduire le phénomène. Donc, ils retrouvent que, du coup, eux, ils disent, vu qu'on le reproduit sur le simulateur régional, qu'on reproduit bien les niveaux que l'on constate, bon, après, ils n'ont pas la finesse, mais peut-être il aurait fallu qu'ils rentrent toutes les plantes, qu'ils rentrent aussi comment les gens ils tondent leur pelouse, comment ils taillent leurs arbres, etc., comment ils gèrent leurs mycorhizes et tout. Moi, je le vois comme ça. Peut-être, voilà, eux, ils disent en tout cas, on peut attribuer le refroidissement de cette zone aux États-Unis avec du maïs, parce qu'on est passé d'une plante à une autre. Alors, je ne sais pas quelle plante ils avaient au départ, mais ils disent, voilà, on a simulé l'augmentation de surface par 4 des plantations de maïs aux États-Unis. Et du coup, ça nous amène à observer les variations foliaires à l'échelle du monde. Voilà, c'est assez contrasté. Donc là, c'est pas un indice de photosynthèse bateau, c'est un truc de climatologue. C'est un truc un peu plus costaud auquel on n'a pas accès. Mais il montre voilà, les impacts. Vous voyez qu'au Canada, on a le mieux qui côtoie le pire. Voilà, bon, l'Amazonie est très impactée et même les forêts en général sont relativement impactées. La publication est disponible dessus. Bon, et en France, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous amène en Normandie, dans le fief du climat frais et humide. Donc, à quelques kilomètres d'écart, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur 2 types d'agriculture. Donc, on regarde avec le NDVI, l'indice de photosynthèse. Donc, voilà pour la première surface. Donc, là, on est chez le GAEC La Bounouderie, qui fait des vaches avec des prairies du bocage. Et on va regarder juste à côté. Ben là, c'est pas pareil. On a de l'agriculture du XXe siècle. Et vous voyez que plus ça va, plus la tendance est à la baisse et les minima sont de plus en plus bas. Donc, on a 20% de photosynthèse en moins, donc 20% d'évaporation en moins sûrement, ou de LAI. Et du coup, ça, c'est lié à l'absence de couverture permanente du sol, de haies, etc. Bon, je n'ai pas les coordonnées GPS, mais si vous me demandez, je peux vous les fournir. Et donc, on a une agriculture qui est plutôt motrice dans le réchauffement et l'autre qui est plutôt résiliente. Si on regarde là-dedans, bon, Jean-Pierre en a un petit peu parlé, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les céréaliers sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire que ici, bon, ça c'est chez nous, c'est l'exploitation de mon frère. Vous voyez qu'on est dans une zone où c'est assez frais. Donc là, on mesure les températures d'émission de surface, c'est-à-dire ces flèches rouges que je vous ai montrées. Nous, on est à 22, de l'ordre de 20 degrés. Et il y a des zones qui sont assez chaudes. Bon, le plus chaud du plus chaud, c'est la zone industrielle, puis c'est la ville de Castres. Et après, derrière, c'est une zone céréalière où c'est des sols très profonds. Hein. C'est des super sols. Mais, donc, partout où c'est frais, en fait, c'est là où on a des copains qui font de l'élevage. Et partout où c'est chaud, c'est là où il y a des céréaliers. Et c'est dommage parce que nous, on le sait, si on fait de l'élevage, c'est parce qu'on a des sols très... Enfin, on est mal dotés, quoi. C'est des sols pas profonds. Eux, ils ont des super sols super profonds avec 2-3 mètres de terre, mais ils chauffent. Donc, si on regarde notre capacité à faire tomber la pluie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux précipitations qui tombent et qu'on le divise par la masse d'eau de l'atmosphère, on obtient notre capacité à faire tomber la pluie. Pour ça, j'utilise des données de la NOAA. Donc, voilà la courbe que l'on obtient. Et ça, ben, en fait, je me dis, si les plantes ont un impact, on pourrait comparer. Bon, les gens parlent assez facilement des forêts qui pouvaient faire tomber la pluie. Voilà les valeurs pour la France. J'ai demandé à un modèle mathématique de me trouver le meilleur ajustement avec la méthode des moindres carrés. C'est pas une ligne droite, mais c'est la courbe toute faite. Voilà ce que ça donne. Si j'y présente les prairies, parce qu'on a vu, les prairies, elles peuvent évaporer fort, et en plus, elles ont des systèmes racinaires très profonds comme les arbres, elles ont accès à l'eau au fond. Donc j'ai testé, voilà ce que ça donne, le coefficient de corrélation est meilleur, et si on additionne les prairies plus les forêts, voilà ce que ça donne. Et ça, le coefficient mathématique est meilleur. Donc, en toute logique, si je dis les prairies et les forêts peuvent faire mieux tomber la pluie, il faudrait que je vois qu'il y a moins de sécheresse. Donc là, on quitte les données américaines et on passe chez les données françaises de Météo France. Donc si on reprend la moyenne mobile centrée du taux de sécheresse, c'est la courbe rouge. Si j'approche mes courbes de capacité à faire tomber la pluie et de végétation, on voit qu'il y a un certain effet miroir. Si on le fait en culbute, on voit que ça se marie, ma foi, assez bien.
Et donc, l'idée derrière, c'est que moins on a de surface en végétation pérenne, plus on a de sécheresse. Et pour regarder les choses sous l'angle d'une corrélation un petit peu plus académique, voilà ce que ça donne. Et je tiens à souligner qu'on est on voit qu'il y a la variabilité. Quand le système est stable, on a la variabilité usuelle là et on évolue dans un canal. Après, on pourrait faire un meilleur coefficient de corrélation, mais ça supposerait de faire une expérience où à l'échelle de la France, on plante beaucoup de plantes pérennes, ou alors on continue à en enlever, voire, enfin non, c'est dans ce sens, ou on continue à enlever beaucoup de prairies et de forêts, et on voit jusqu'à combien on monte de taux de sécheresse, ou alors on replante. Mais après, moi, je ne vois pas comment on peut faire mieux. Et maintenant, si je dis que ça marche dans le temps, il faut aussi que je le vois dans l'espace. Donc voilà une carte de prairies, de haies et de forêts. Si je les additionne par transparence, comme des calques contre la vitre, on reproduit une image qui reflète pas mal la carte des pluies. Et bon, là-dedans, je me suis aperçu avec le temps, c'est une version ancienne, j'ai des versions plus jolies sur ma chaîne YouTube ou que je communique régulièrement. Vous avez aussi, voilà, des fois je me suis aperçu qu'il fallait mettre du carbone et au final, je me suis dit, rien que le carbone du sol finalement, qui conditionne la quantité d'eau et la quantité d'eau qui peut conditionner les pluies, on arrive à reproduire la carte. Bon, le souci là-dedans, c'est qu'en fait, c'est assez proche du relief. Bon, ceci dit, la forêt des Landes, il n'y a pas de relief, il pleut pas mal et on a du carbone. Donc je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ces corrélations carbone-climat, parce que je pense que c'est important quand même. Donc il y a toujours une histoire d'œuf et de poule. Donc si on regarde les corrélations, donc si on fait un graphique, un nuage de points avec des valeurs inférieures à 400 mètres d'altitude, voilà ce que ça donne sur toute l'échelle de la France. Pourquoi 400 mètres? Parce que ça me permet d'aller chercher une publication qui est en Australie, qui s'intéresse au même problème. Et si je prends ce graphique, que je convertis les unités et que je le superpose au graphique français, voilà ce que j'obtiens. Donc ça a l'air de bien se marier. Maintenant, moi, après, voilà, des fois, quand je vois des trucs comme ça, je dis quand même, l'homme, il est peut-être responsable que des fois, il y a moins de carbone, parce que sous le même climat, normalement, on devrait en avoir autant. Du coup, je vous amène en Belgique, voir un petit peu plus, on est à côté d'Anvers, vous pouvez regarder par là. Vous voyez que le carbone du sol, en fait, il n'a rien à voir avec le climat, c'est surtout l'occupation des sols. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de carbone dans les haies, et puis, en fait, s'il faut une méta-analyse pour dire que l'homme est vraiment responsable plus que le climat, et c'est leur conclusion, vous pouvez aller voir cette méta-analyse. Donc, cette corrélation marche pour tous les pays, en fait. Mais ce qui est intéressant avec l'Angleterre, c'est qu'on a aussi la carte de porosité du sol. Et la porosité du sol, ça conditionne l'infiltration et la rétention d'eau. Donc, par rapport au mécanisme du climat, les publications des climatologues, c'est assez logique qu'on retrouve ça, finalement. Et maintenant, si on fait un état des lieux plus large au niveau de l'Angleterre, vous voyez qu'on retrouve toujours des prairies qui traînent aux endroits où la porosité du sol est meilleure et où il y a du carbone dans le sol et où le climat ne chauffe pas et où ça reste vert en été. C'est une autre façon de le dire, hein, c'est pour la pédagogie. Et après, si vraiment vous voulez, on peut regarder là que pour les altitudes de 200 mètres et vous voyez que le carbone du sol a de l'impact sur les précipitations quand on reste à moins de 200 mètres. Du coup, quelle est la sensibilité du climat à la dégradation des sols? Donc, moi, ce que je tiens à dire, c'est que le vivant, quand même, c'est 500 millions d'années de R&D, en échec fatal. C'est-à-dire que quand on a une innovation, on peut continuer à vivre. Quand on ne l'a pas, on meurt. Donc, du coup, tous les gènes qui nous entourent sont porteurs de solutions pour améliorer des problèmes d'accès à l'eau, à l'azote, voilà, traiter des solutions, faire des galeries. Enfin, la nature regorge de solutions. Et du coup, le carbone issu des sols, c'est aussi des solutions de géo-ingénierie. Et du coup, il faut qu'on arrive à résumer cette question. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'était ça qui était derrière la slide, de poser cette question, quelle est la sensibilité du climat à la dégradation des sols? Et du coup, maintenant, on va voir quelques recettes pour accélérer la rémédiation. Donc là, ici, je vous montre je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo de la NASA qui montre que c'est l'évolution ou le CO2 en hausse ou CO2 stable. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a plus de CO2. Et ici, c'est mois par mois. Donc j'ai simplifié un peu la vidéo d'origine. Hop, voilà. Donc vous voyez que
je vous fais défiler l'année. À un moment donné, c'est tout rouge, il y a beaucoup de CO2, beaucoup d'augmentation de CO2. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en janvier, en fait, normalement, on est censé se chauffer, consommer beaucoup d'énergie, il n'y a pas de CO2. Par contre, en mars, avril, mai, vous voyez, il y a pas mal de CO2. C'est le moment où la végétation est active et où on nous dit qu'elle pomperait le CO2, mais non. Et puis ensuite, si on regarde au moment, vous voyez, en octobre, que la végétation est moins active encore, ben la Chine, on la cherche un peu. Par contre, les moments de l'année où on travaille le sol et où l'activité biologique tourne, où le sol respire, ça, on le voit bien. Et tout ça, c'est pour vous amener à prendre conscience que l'écosystème prairial, c'est-à-dire vous prenez toutes les surfaces du globe, vous enlevez les villes, les mers, les forêts, vous obtenez à peu près les surfaces cultivées. En fait, ça brasse 9 fois les volumes des émissions anthropiques. Et on sait aujourd'hui, par des solutions de restauration des équilibres symbio-physico-chimiques, on sait diminuer cette respiration d'un facteur 5. Donc ça passe notamment par des modifications des pratiques de pâture, puisqu'en fonction de comment, et ça va jouer sur le carbone du sol. Donc là, bon, je le passe vite parce que j'ai fait une vidéo de 45 minutes là-dessus, vous pourrez le regarder en détail. Mais en gros, ce qu'on peut voir, c'est que en fonction de comment la vache mange, on aura plus ou moins de racines et on retrouve en fait cette empreinte dans le stockage de carbone dans le sol. Et voilà ce que nous montrent les gens. Ils peuvent avoir des trucs assez bluffants. Alors ça interpelle beaucoup de voir le sol noircir à cette vitesse. On pense qu'il y a une erreur d'analyse, on va aller voir sur le terrain. Enfin, c'est vraiment... en gros, l'idée, c'est qu'on peut régénérer les sols du jardin d'Éden en très peu de temps. Et alors là, j'en parle volontiers ici, puisque la bibliographie s'amoncelle de plus en plus. Voilà, c'est répliqué un peu partout. Moi-même, j'ai participé à ça. Et je vous donnerai des références biblio après. Si on fait des calculs sur les ordres de grandeur, alors après je ne dis pas qu'on va le répliquer partout et qu'on va être capable socialement de répliquer ça partout, mais si on fait le calcul brut, voilà l'ordre d'idée auquel on arrive, on pourrait faire descendre la courbe de CO2 à la vitesse où elle est montée. Voilà, et donc pour la récente bibliographie, là je vous ai mis 2 articles qui plaident pour un stockage de 33 tonnes de CO2 par an par hectare. Dans ces conditions, avec l'autre article bibliographique, vous trouverez que les bisons compensent 1200 fois les émissions de méthane. Donc il faudrait qu'on arrête de parler de méthane pour les vaches, mais qu'on parle plutôt de la façon dont on mobilise, quelles conditions on met en œuvre les vaches. Est-ce qu'on les met réellement en interaction dans l'écosystème à leur place ou pas? Mais il va falloir être un petit peu sélectif, je pense. Parce que potentiellement, ça pourrait être une des meilleures solutions qu'on a pour accélérer la remise du carbone dans les sols. Voilà, et après derrière, pour donner un peu l'effet qu'on peut avoir, pareil, Ruchel Hedrix, il a mis en œuvre ces techniques, il a stocké 450 tonnes de CO2, et ce que je vais vous montrer, c'est aller assez vite, derrière, il a fait un record du monde de production de maïs, donc il a fait 50% en plus. Et ensuite, pour illustrer l'effet de la santé, ce dont on a développé, donc vous voyez, mon châtaignier, il est malade, il va mourir du réchauffement climatique. Ça, c'est le 20 juin et je lui ai mis 5 grammes de compost. Mais en fait, dans ces composts, il y avait des micro-organismes. Alors, je suis quand même dans le parc régional du Languedoc avec la forêt à 100 mètres, mais apparemment, il manquait des micro-organismes, puisque le voilà un mois après. Donc, vous voyez, il a l'air d'être bien en forme, il a bien repoussé et surtout, il est brillant. Et ça, bon, il y a des gens qui développent que quand il y a tous les minéraux, la plante, elle est en forme, elle est brillante parce qu'elle fait des acides gras. Et ça, c'est important, ça peut jouer sur le climat. On retrouve notre effet miroir. Quel était le climat quand toutes les plantes étaient en bonne santé et avaient un albédo correct? Aujourd'hui, on n'a que des plantes malades. Donc, les mesures d'urgence pour moduler les lois de la physique minérale, bon, ben, quand le sol il est naze comme ça, ben, on ne peut pas faire trop pousser de plantes. Donc, pour jouer sur l'effet miroir, on peut
jouer avec... Ouais, ça se voit moins bien. Bon, il y a un état intermédiaire où on arrive encore à faire pousser des plantes. Donc, on a la paille, finalement, c'est des éléments très brillants. Et il est possible qu'on puisse créer un couplage climatique humide. Donc, j'en ai parlé avec plusieurs climatologues. Et je fais un appel aux climatologues. On a en France à peu près 60% de SAU. Sur cette SAU, il y a 30% de céréales à paille. Si on le broyait, on pourrait avoir un gros impact albédo. On pourrait rafraîchir l'atmosphère, augmenter les probabilités de précipitation, créer un couplage climatique humide, garder l'eau dans les sols et relancer les cultures en automne et avoir un meilleur couplage d'une meilleure qualité. Et on pourrait éviter d'avoir des effets dynamiques sur le climat. Donc si des climatologues sont intéressés à étudier ça, je pense que c'est une bonne solution pour nous aider à contrôler un peu la situation. Et voilà l'impact d'une paille brute par rapport à une paille broyée. Et puis quand on n'a pas de paille, eh bien, on peut peut-être peindre en blanc, alors ou avec de la chaux, du talc, ou je ne sais pas. Bon, je ne sais pas ce qu'on pourra faire. Et quelque chose qui peut rapporter de l'eau, c'est de prendre les fossés, de mettre un petit barrage dedans pour l'infiltrer, éviter qu'elle parte à la mer. C'est pas compliqué ça, nous on l'a fait chez nous. Et alors là je vais vous montrer un truc, ceci est théoriquement impossible. Et ça donne beaucoup d'espoir. Donc là, vous avez une parcelle, c'était le 11 novembre. Vous voyez, ça faisait 5 ans qu'il y avait les traces du dernier labour et que l'écosystème méditerranéen peinait à venir le reconquérir. Même, je le dis après ça. Du coup, donc, en automne 2024, alors que la pluviométrie annuelle n'était que de 210 mm, donc on est du côté de Narbonne à Bizané. Voilà le diagramme, voilà les coordonnées GPS pour aller vérifier l'expérimentation si vous voulez. Donc on a un témoin qui est situé juste à côté, vous l'avez ici sur le plan, il y a 400 mètres d'écart entre les deux parcelles. Donc ici c'est une prairie de là-bas, donc vous voyez qu'elle a subi vraiment la dérégulation là, elle s'est bien enfoncée et ici c'est juste avant l'expérience, vous voyez ce que ça a donné. Et donc c'est théoriquement impossible puisque là où la végétation méditerranéenne recule, le gars il a planté de l'océanique. Et en fait, alors oui, le diagramme, c'est du niveau de photosynthèse, pardon. Et la date, c'est 03 mars 2024 pour le témoin. Alors ça, c'est Google qui a pris la photo, c'est pas nous, parce qu'on pensait pas... J'ai demandé au copain qui a fait l'expérience s'il avait une photo, il a pensé à ça. Et on a de la chance, c'est dans l'intervalle. Et l'expérience, c'est en mai. Donc là, vous avez des plantes océaniques qui poussent dans la pire zone du pourtour méditerranéen. C'est vraiment l'endroit le plus sec. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 1 kg de compost à l'hectare. Il a réintroduit de la biologie dans le sol. Un peu comme je vous ai montré à mon châtaignier. Donc derrière, quel climat on fait avec ça, en ayant à large échelle? Ça illustre aussi, en fait, que ces plantes, elles ont bu l'eau de l'air. Et maintenant, ça m'amène à vous parler de l'eau invisible. Donc j'ai mis plusieurs publications, mais en gros, ce dont je veux vous parler, c'est de la rosée. Donc une dit que c'est entre 6 et 35% qui est vraiment absorbé par la plante, et ça a été déterminé par deutérium. Ouais, mais tous les détails sont importants. Ça a été absorbé par deutérium. Le volume des précipitations annuelles, l'autre publication dit que c'est entre 7 et 15%. Donc si on fait le calcul, on est sur des volumes entre 17 et 500% des précipitations mondiales. En tout cas, on a un exemple qui est à 100% aux Canaries. Et ça, quand le soir, on capte la rosée, on enlève du gaz à effet de serre et le matin, au lieu de consommer dans le stock d'eau du sol, on évapore cette eau qu'on a captée. Donc à un moment donné, ça, je pense que c'est super important pour le climat. Et en tout cas, on n'a pas de carte mondiale, c'est un phénomène assez peu étudié au niveau mondial. Donc gagner pour ne plus perdre, parce qu'en fait c'est important, parce que l'eau, elle est adductée dans l'atmosphère, il y a de la recirculation. Donc peut-être les États-Unis ne sont pas mauvais parce qu'ils recyclent bien leur humidité, nous on ne recycle pas bien. Voilà une publication qui s'est intéressée à l'évolution de l'eau sur ce trajet. L'autrice imagine que si jamais on perd l'eau par ruissellement, qu'on envoie à la rivière, comme on fait une fuite dans la recirculation, on le perd et on perd des pluies. Après, il y a la question un truc, cette publication, il me reste 2 minutes. Cette publication est pas mal parce qu'elle montre qu'en fait, la corrélation entre les probabilités de précipitation et l'humidité des sols est modulée par la végétation.
Donc on peut se demander, est-ce qu'en fait, quand il y a de la végétation, on l'a vu, il peut y avoir de la rosée. Est-ce que cette végétation ne module pas l'autre humidité des sols invisible, qui est le stock d'eau, qui se pose tous les soirs et qui redécolle tous les matins? Par contre, si on perd de la surface foliaire, si on perd de l'ombre, si on perd si on perd de la rugosité dans les couverts, on perd ce stock d'eau, cette humidité des sols invisible. Et maintenant, voilà, du coup, ça m'amène à parler d'autoroute de la pluie. Bon, c'est assez polémique, comme les travaux d'Anastasia Makarieva, mais bon, l'idée de l'autoroute de la pluie, l'idée avant tout, c'est une infrastructure d'urgence pour mettre en sécurité les territoires. Et ce qu'on peut, moi, je suis certain que si je fais de l'ombre à un endroit, la rosée, je vais la capter là où j'ai fait l'ombre. Donc, le premier objectif, il est celui-là. Donc localement, c'est aussi rétablir la continuité hydraulique, c'est-à-dire on fait des trous dans le sol pour perforer les semelles de labour et permettre l'eau de regagner les nappes. Faire de l'ombre pour capter la rosée, limiter l'évaporation en faisant de l'ombre localement, jouer sur l'ascenseur hydraulique et augmenter les précipitations locales, ça on ne sait pas, mais bon. Moi je me dis quand même que vu qu'on a des phénomènes qui sont décrits dans les articles que je vous ai présentés de recirculation, si vous êtes en mesure de bloquer de la rosée plutôt qu'elle file dans les courants d'air, eh bien ça permet de ralentir les flux qui quittent le continent et je pense qu'on peut faire pleuvoir un petit peu plus. En tout cas, juste il faut que je montre ça. La publication amont montre qu'on a un gros vivier de précipitations au-dessus des mers et que finalement peut-être on pourrait en faire rentrer un peu à un moment donné de l'année si on améliore ces phénomènes de captation de rosée. Donc le projet initial, l'idée c'est de relier, surtout de traverser le Lauragais qui est vraiment une zone très 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 dégradée et au moins de faire rentrer voilà, l'agroécologie dans les parcelles. Sachant que voilà, l'idée aussi c'est dès qu'on a mis un arbre, même si on n'en met pas beaucoup, juste 40 à l'hectare, ça bloque des lignes et on peut laisser à la régénération spontanée sa place. Donc là, on est sur de l'agroforesterie d'urgence. L'idée est d'utiliser le Paulownia, d'essayer de faire des arbres sans irrigation entre 3 et 5 mètres, on verra. C'est un objectif. Et après, je voudrais dire que économiquement, ça peut être assez rentable et ça peut être un levier pour inciter les gens à rentrer là-dedans. Et en tout cas, ça pousse tellement vite qu'on est vite flatté. Et du coup, après, a priori, tous ceux qui ont commencé à planter des arbres continuent. Voilà, donc c'est peut-être aussi un projet catalyseur de dynamique. Et maintenant, là-dedans, il y a une autre chose qu'on fait, c'est qu'on plante les arbres avec un Karcher. Bon, ça va être un peu long, mais l'idée, c'est de faire des trous dans le sol. Ça va très vite. En une seconde, on fait un trou. Et nous, on teste le bouturage très profond. On fait des boutures de 2 mètres. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Voilà, et là ici vous avez, alors j'ai pas la référence bibliographique, mais ça c'est un bouturage très profond qui a été fait à la Tarière en 1960. C'est un peuplier, vous voyez qu'il fait 8 mètres en 3 ans. Et voilà, jusqu'ici tout va bien. Et je vous remercie.